That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Jean-Paul est avec nous ce matin. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi pour l'actualité internationale? Nous allons nous intéresser à la fin des auditions, les auditions parlementaires concernant ce qu'on appelle l'Ukraine Gate aux États-Unis, l'affaire ukrainienne, l'affaire entre le coup de fil téléphonique le 25 juillet dernier entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces auditions, qui ont duré à peu près 2 semaines, ont vu défiler à peu près une dizaine de personnalités, pour la plupart membres du cabinet de Donald Trump. Alors, ce qui peut ressortir de ces différentes auditions-là, c'est que, évidemment, il a été mis à jour un fait, c'est que il y avait bel et bien une demande qui a été faite par Donald Trump à son homologue ukrainien pour diligenter des enquêtes contre une entreprise qui s'appelle Burisma, une entreprise gazière ukrainienne dans laquelle, évidemment, le fils de Joe Biden, qui est le potentiel challenger lors de l'élection de 2020 face à Donald Trump, son fils donc est membre du conseil d'administration. Et donc, il s'agissait de savoir ici si Donald Trump a délibérément demandé à un gouvernement souverain de diligenter des enquêtes concernant un citoyen américain. Donc, diligenter des enquêtes sur une affaire privée concernant un citoyen américain. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pu démontrer effectivement qu'il y a eu cette volonté manifeste là de Donald Trump d'user de son pouvoir en tant que président des États-Unis d'Amérique pour demander à un gouvernement homologue, un gouvernement souverain, en l'occurrence celui de l'Ukraine, pour diligenter une enquête concernant Joe Biden et son fils. Derrière, évidemment, on a également pu prouver que le gel des 250 milliards d'aides militaires annuelles que les États-Unis envoient chaque année en direction de l'Ukraine avait été gelé en contrepartie d'une éventuelle enquête qui devait être diligentée par le parquet, par le gouvernement ukrainien. Les Américains, la défense de Donald Trump disait que le gel de cette aide de 250 millions de dollars avait été lancé à partir d'août dernier et non pas en juillet pour essayer de mettre en branche, pour botter en touche, si tu veux, l'idée selon laquelle Donald Trump avait donc délibérément, avant même de poser la question, il avait donc décidé de geler ces 250 millions de dollars d'aide à l'Ukraine. Or, la défense de Donald Trump dit que justement le gel de cette aide-là avait été décidé après le coup de fil et donc cela n'avait absolument aucun lien. Les différents témoins qui sont passés devant cette commission ont battu en brèche cette idée-là. Et donc, il est clair également que en toute illégalité, Donald Trump avait mis en place une espèce de diplomatie parallèle qui était dirigée par son avocat personnel, Rudolph Giuliani, qui était également ancien maire de New York. Rudolph Giuliani était chargé avec certains amis de Donald Trump qui avaient été catapultés à des postes importants, notamment dans la diplomatie américaine, était chargé de faire campagne auprès du gouvernement et auprès des élus ukrainiens pour essayer d'accélérer le tempo et les inciter à éventuellement fournir des informations qui pourraient être compromettantes soit sur Joe Biden, soit sur son fils, en vue de nuire évidemment à son élection ou à sa participation éventuelle à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Donc tout ça a été évidemment prouvé, il n'y a aucun doute là-dessus, surtout que ces auditions-là, en plus, avait été faite de manière était publique et était diffusée en direct à la télé sur l'ensemble des chaînes du pays. Donc, les Américains ont pu en direct se rendre compte de cette situation. Mais lorsque l'on regarde, évidemment, les effets, aussi bien sur le camp républicain que sur l'ensemble de la majorité américaine, et bien là, les résultats sont assez mitigés. Les résultats sont assez mitigés parce que sur le plan politique, la base électorale de Donald Trump reste vent debout
contre ces soupçons de collusion de la part de Donald Trump dans l'affaire ukrainienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Parti républicain est resté solidement derrière Donald Trump, et il est clair déjà qu'ils ont fait savoir que il faut comprendre que dans la procédure d'impeachment, c'est la Chambre des représentants qui déclenche la procédure au terme d'une enquête. Cette enquête-là qui vient de se conclure avec les auditions qui ont duré ces 2 dernières semaines, mais la procédure d'impeachment en elle-même est déclenchée par le Sénat. Et donc le Sénat, lui aussi, va refaire son enquête, et au terme de cette enquête-là, va décider si oui ou non il faille destituer Donald Trump. Ça, c'est en théorie, mais en pratique, il est clair que le Sénat, d'ores et déjà, les républicains ont déjà fait savoir qu'ils ne déclencheront même pas une enquête à leur niveau, et donc il est clair que la procédure d'impeachment ne pourra même pas être déclenchée à leur niveau. Ça, évidemment, les démocrates le savaient, mais l'objectif pour eux était d'essayer de nuire autant que peu à l'image de Donald Trump, essayer de créer une espèce de scission, même à l'intérieur du camp républicain, pour essayer d'obtenir des défections de la part aussi bien des citoyens pour le vote de l'année prochaine que de certains élus. Alors, à ce niveau-là, on ne peut pas véritablement dire que ce soit une réussite, parce que tous les sondages qui ont été réalisés par les spécialistes en la matière depuis hier montrent que la base électorale de Donald Trump et le camp républicain restent fermement soudés à Donald Trump. Par contre, là évidemment où les démocrates espèrent avoir plus d'impact, c'est au niveau de ce qu'on appelle des États pivots, c'est-à-dire des États qui ne votent pas forcément aux démocrates ou républicains. C'est des États comme l'Iowa, les États comme la Floride, les États comme la Caroline du Sud. Donc ce sont ces États-là, les États comme le Dakota, donc ces États qui ne votent pas forcément républicains ou démocrates, et qui, au gré des candidatures, peuvent changer de camp. Donc ce sont principalement là, vers ces États-là, que s'adresse toute cette campagne de communication-là qui a été mise en place, il faut le voir comme ça, par la Chambre des représentants. Maintenant, évidemment, c'est un premier travail qui vient d'être lancé, avec bien entendu des résultats mitigés auprès des électeurs et du camp républicain, mais les effets à moyen et long terme sur les électeurs de ces États pivots-là ne pourront véritablement se voir que dans les mois qui viennent, donc à partir véritablement de 2020. Et c'est justement sur ça là qu'espèrent jouer les démocrates, une espèce de défection de la part de ces États pivots-là pour les amener vers eux. Mais derrière aussi, il y a une autre difficulté pour les démocrates, c'est aussi que même si il pourrait y avoir un retournement éventuel des électeurs issus de ces États pivots-là, rien ne dit vers qui véritablement ils pourraient voter, tant les démocrates ont du mal depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois que durent les primaires pour cette candidature démocrate aux élections présidentielles de 2020, tant il est difficile qu'un candidat émerge. Joe Biden, qui caracolait loin devant au début de ces primaires-là, a été rattrapé par Elizabeth Warren, qui est aussi une élue démocrate au Sénat, et par Bernie Sanders. Et donc, son avance a été grignotée, notamment en partie à cause de cette affaire ukrainienne, dans laquelle on a découvert un certain nombre de réalités assez faramineuses, à savoir que, par exemple, le fils de Joe Biden, qui était membre du conseil d'administration de Burisma, n'avait jamais mis les pieds en Ukraine, n'avait jamais travaillé sur place pour cette entreprise-là, et il avait obtenu ce poste d'administrateur-là à l'époque où Joe Biden était vice-président des États-Unis, poste pour lequel il touchait 50 000 euros par mois. Et donc tout ça, évidemment, est venu nuire à l'image d'homme intègre de Joe Biden, et donc c'est ce qui a expliqué que Elizabeth Warren et Bernie Sanders aient pu rapidement faire rattraper le retard qu'ils avaient vis-à-vis de Joe Biden. Mais derrière aussi, c'est que ces trois candidats qui arrivent principalement en tête ont du mal encore à essayer de fédérer
au-delà de leur base électorale respective, ils sont incapables de fédérer pour essayer d'incarner une espèce d'union qui pourrait même aller au-delà même du camp démocrate. Et c'est ce qui fait que, évidemment, ça fait réagir d'autres candidats à l'élection présidentielle. Enfin, ce qui a amené d'autres personnalités à entrer en lice pour cette élection présidentielle. J'avais parlé ici de Michael Bloomberg, ancien maire de New York aussi, et Patrick Deval. Donc ces deux candidats-là qui sont encore venus s'ajouter à la dizaine de candidats démocrates viennent encore une fois de plus éparpiller plus les voix, avec le risque de ne pas voir un candidat suffisamment fort pour fédérer l'ensemble de ces composantes-là de l'électorat démocrate afin de pouvoir les rassembler et les mettre en ordre de bataille en vue de battre Donald Trump en 2020. Alors oui, ces auditions-là sont terminées et ont été un coup de com' qui a été, qu'ils espèrent, bénéfique pour l'année prochaine. Mais est-ce que cela sera bénéfique au point où le candidat qui émergera de ces primaires-là pourra tirer profit de cette campagne de communication-là et éventuellement mettre en difficulté Donald Trump et le battre en novembre prochain? Là, rien n'est moins sûr. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au cœur de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.